J'ai seulement pu voir ma grand-mère et ma tante, 2 générations cohabitaient dans la ferme, aller se servir dans le clapier à lapin comme je le ferais dans le réfrigérateur. Sans la moindre peine, ces petits bouts de femmes prenaient un lapin pour le tuer, le dépecer et le transformer en civet. Je les trouvais rustres, insensibles, mais mon hostilité à leur égard s'estompait quand elles remplissaient mon assiette au dîner. Civet, ragoût, rôti, cochonaille, fromage, tout était délicieusement bon. Je n'ai jamais oublié cette cuisine mijotée, le goût du lait entier crémeux tout juste sorti du pis, la couleur jaune dorée du beurre qui apportait du moelleux à tous les plats servis ou presque. On lui préférait parfois le lard ou le saindoux. À cette époque, la chasse au cholestérol était moins rude qu'aujourd'hui. Ces visites à la ferme étaient pédagogiques. Elles ont forgé ma conception de l'élevage. J'ai longtemps cru que toutes les vaches étaient partout élevées dans de petites exploitations familiales, qu'elles mangeaient de l'herbe ou du foin, que les poules picoraient des graines en plein air, et que les cochons étaient enfermés dans des porcheries parce qu'ils n'étaient pas propres. Nos cousins biologiques, avec qui nous partageons 95% de notre patrimoine génétique, ne sont pourtant pas plus sales qu'un autre animal. S'ils mangent des immondices, c'est qu'ils n'ont rien d'autre à leur disposition. S'ils se roulent dans la boue, c'est qu'ils ont du mal à réguler leur température en absence d'eau pour se rafraîchir, car ils ne transpirent que par le groin. À l'époque, je ne le savais pas. Même si mes grands-parents étaient fermiers, mes connaissances du monde rural étaient parcellaires. J'habitais une petite ville dans la Nièvre, en bord de Loire, et je n'avais qu'une idée très approximative de la façon dont les animaux étaient élevés et tués. Et si je ne trouvais pas que mes grands-parents traitaient particulièrement bien les bêtes, je ne les ai pourtant jamais vus faire preuve de hargne ou de cruauté gratuite. Au fond, je leur reprochais de ne pas les considérer comme des animaux de compagnie, de tirer subsistance des bêtes qu'ils élevaient. Je leur en voulais d'être capable de les donner à manger. Pourtant, je consommais de la viande. C'était normal. Je faisais comme tout le monde. La cervelle, ça rend intelligent. Nous sommes ce que nous mangeons, et ce que nous mangeons devient nous-mêmes, écrit Claude Fischler dans L'Omnivore. Ma mère devait le penser, car elle a veillé toute mon enfance à me nourrir avec de bons produits, notamment les fruits et les légumes de son jardin cultivés sans pesticides, les tomates de son potager et les cerises noires cueillies dans son verger restent d'ailleurs en début de liste dans mon hit-parade gustatif. Elle a toujours fait une cuisine simple, saine et savoureuse, en mettant un point d'honneur à ne jamais utiliser de surgelé ni de plats préparés. Pour que ma croissance soit optimale, elle variait les menus afin que je ne manque de rien. Le midi, le plat principal contenait de la viande, sauf le vendredi. J'avais alors droit à du poisson, généralement du filet de merlan plein d'arêtes. Elle était soucieuse d'éduquer mon goût, comme de combler mes besoins nutritionnels. J'ai mangé de tout et découvert tous les morceaux de viande qui peuvent être comestibles. Je n'étais pas une enfant difficile, pas du genre à rechigner pour terminer mon assiette, ni à faire la grimace devant du steak de cheval plus maigre ou une cervelle de veau dont je trouvais pourtant la consistance bizarre, mais qui
pilon